Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série du podcast Je découvre le monde du meublé. Pour la rentrée, moment souvent marqué par d'importants mouvements locatifs avec les départs et arrivées de nombreux locataires, nous allons nous pencher sur le sujet des différents contrats de location qu'il est possible de passer dans le cadre de la mise en location d'un logement meublé. En effet, contrairement à la location vide, pour laquelle il n'est possible que de conclure des contrats de location sur la longue durée, la location meublée s'avère bien plus flexible dans ses modes de location que nous allons passer en revue en commençant, aujourd'hui, par les contrats de location à titre de résidence principale ainsi que le bail mobilité. Commençons par préciser la notion de résidence principale, qui se définit à l'heure actuelle comme étant le logement occupé au moins 8 mois par an par le locataire, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Il s'agit donc de l'endroit où le locataire réside habituellement et effectivement, avec sa famille le cas échéant, et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En location meublée, le cas le plus fréquent d'un contrat de location à titre de résidence principale sera celui d'un bail de location de longue durée. En location meublée, la durée minimale d'un bail de location de longue durée est d'1 an, tacitement renouvelable pour la même durée. Un tel contrat obéit aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dont le titre 1er bis est spécifiquement dédié à l'organisation des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués à titre de résidence principale du locataire. Cette loi comporte notamment des obligations spécifiques pour les contrats de résidence principale, dont l'une des plus importantes est l'établissement d'un contrat type entre bailleurs et locataires. Tout contrat passé devra donc respecter la forme prévue par le modèle présent à l'annexe 2 du décret du 29 mai 2015 relatif au contrat type de location à usage de résidence principale. Pour se faciliter la tâche, il est bien entendu possible d'avoir recours à un modèle, même si un bon réflexe peut être de vérifier que ce dernier correspond bien aux exigences fixées par le décret de 2015 et qu'il est également à jour des derniers changements apportés à ce modèle par le décret du 18 août 2023 qui impose la présence de nouvelles mentions relatives à la performance énergétique du logement. Toutefois, l'existence d'un modèle de contrat type ne doit pas faire oublier au bailleur la possibilité d'ajouter certaines clauses au contrat de location à titre de résidence principale. Parmi elles, plusieurs précisions seront particulièrement importantes pour la suite de la relation contractuelle. On notera en premier lieu la possibilité de procéder, chaque année, à la révision du loyer en vertu de l'indice de révision des loyers, ou IRL. En effet, bien qu'il s'agisse d'une possibilité offerte aux bailleurs dans ce type de contrat, cette clause n'est pas obligatoire et ne figure pas dans le contrat type figurant à l'annexe 2 du décret du 29 mai 2015. Or, la revalorisation sera impossible si cette clause de révision n'a pas été insérée dans le contrat signé entre les parties. Le deuxième point d'attention se situe au niveau du paiement des charges. Dans ce domaine, le bailleur a la possibilité de choisir entre le système des charges réelles ou du forfait de charges. Chaque méthode a son intérêt en fonction de la situation, et pour tout savoir de ces deux méthodes de paiement des charges, vous pouvez écouter le 6e épisode de notre série consacrée à la relation avec son locataire, qui traite justement dans sa première partie de la question des charges. Troisième point, et non des moindres, celui du dépôt de garantie. Tout comme pour la révision du loyer, le dépôt de garantie n'est pas obligatoire dans un contrat de location de longue durée. Mais il est important de le prévoir pour se protéger contre une carence éventuelle du locataire, comme des réparations locatives lui incombant mais qu'il n'aurait pas fait exécuter avant son départ, des dégradations du mobilier ou encore le non-paiement des loyers. En la matière, il est important de savoir que le montant de garantie est plafonné à 2 mois de loyer hors charge, à la différence de la location vide, pour laquelle le dépôt de garantie maximum est d'1 mois de loyer hors charge. Vous l'aurez compris, s'il est capital qu'un contrat de location à titre de résidence principale comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par décret, certaines mentions supplémentaires peuvent être ajoutées, comme la révision du loyer ou encore le dépôt de garantie. Attention toutefois, car certaines clauses seront considérées comme non écrites et donc inapplicables si elles sont insérées dans un contrat de location. Pour les connaître, il convient de se reporter à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 qui en fait la liste. Enfin, posons-nous la question de la résiliation d'un contrat de location de longue durée. En ce domaine, bailleurs et locataires ne disposeront pas des mêmes droits. Du côté du locataire, le principe est très simple. Ce dernier a la possibilité de résilier le contrat de location meublée à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'1 mois.
Cela veut tout de même dire que, si le locataire quitte effectivement les lieux avant l'expiration du délai de préavis, il sera tout de même redevable du loyer et des charges sur cette période, sauf si le logement est reloué entre-temps. Du côté du bailleur, résilier un contrat de location de longue durée demande davantage de formalisme. En premier lieu, le délai de préavis sera bien supérieur puisque ce dernier est de 3 mois avant la date de renouvellement du bail. Attention, cela veut dire que, quoi qu'il arrive, le bail ne pourra prendre fin avant sa date théorique de renouvellement. Par exemple, si un contrat de location est signé le 15 septembre 2024 et que le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il devra avoir adressé son congé à son locataire au plus tard le 15 juin 2025. Mais même si le congé est adressé en mars 2025, le contrat ne pourra être résilié avant son terme, soit le 15 septembre 2025. Et si le préavis est adressé trop tard, par exemple le 20 juin 2025, il ne sera valide que pour l'échéance suivante, soit le 15 septembre 2026. Au-delà de ce délai de préavis supérieur, le bailleur devra également motiver sa décision de ne pas procéder au renouvellement du bail en disposant d'un motif légitime et sérieux. L'importance du délai de préavis, pour le locataire comme le bailleur, souligne la nécessité d'adresser son congé par un moyen permettant de prouver la date à laquelle l'autre partie a reçu la notification, qui constitue le point de départ du délai de préavis. Il est donc particulièrement recommandé d'utiliser un courrier recommandé ou une remise en main propre contre récépissé et émargement lorsque cela est possible. Passons maintenant à une variante du contrat de location longue durée, le bail étudiant. L'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par l'article 8 de la loi du 24 mars 2014, plus connue sous le nom de loi Allure, précise en effet que, lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à 9 mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable. Si un tel type de contrat se voit appliquer les mêmes exigences qu'un contrat de location de longue durée classique, il dispose toutefois d'une durée déterminée, ce qui a pour principale conséquence, comme le prévoit l'article 25-7, que le locataire est déchu de tout droit d'occupation sur le logement à échéance, et donc que le bailleur n'a nullement l'obligation de délivrer un congé pour récupérer le logement. De plus, dans cette situation, le contrat devra explicitement mentionner qu'il s'agit d'un bail étudiant et le propriétaire du bien devra obligatoirement recueillir la preuve que le statut du locataire lui permet de recourir à un tel type de bail, comme la photocopie de la carte d'étudiant ou du certificat de scolarité pour l'année concernée. Bien évidemment, certains points d'attention valables pour un contrat de location de longue durée ne trouveront pas à s'appliquer pour un bail étudiant, comme la possibilité de procéder à une révision du loyer ou le congé donné par le bailleur, qui est tenu par toute la durée du contrat. Il est cependant important de noter qu'en matière de sortie des lieux, un locataire étudiant garde la possibilité de quitter le logement à tout moment en cours de bail avec un préavis d'1 mois et sans être tenu au paiement du loyer et des charges pour une durée supérieure à celle couverte par le mois de préavis. La location étudiante peut également être envisagée en louant uniquement une partie de votre résidence principale en proposant une chambre à un étudiant. Cette pratique permet d'ailleurs de bénéficier d'une exonération d'impôt si le loyer annuel charge comprise par mètre carré de surface habitable est inférieur à un certain plafond fixé pour l'année 2024 à 206 € en Île-de-France et 152 € dans les autres régions. Ce plafond étant d'ailleurs révisé chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente. Par exemple, pour une pièce de 20 mètres carrés à Paris en 2024, le loyer mensuel hors charge ne devra pas excéder 343 €, soit 20 mètres carrés multipliés par 206 €, le tout divisé par 12 mois pour bénéficier de l'exonération. Dernier type de contrat qu'il nous faut aborder dans cet épisode, le cas quelque peu particulier du bail mobilité. Ce type de bail fait l'objet d'un titre spécifique au sein de la loi du 6 juillet 1989, le titre premier terre, qui regroupe les articles 25-12 à 25-18 de cette loi. Il est en partie soumis aux exigences de la loi du 6 juillet 1989, mais pas en totalité. Il se définit comme tel. Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au grand 2 de l'article L120-1 du Code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité se conclut, à l'instar du bail étudiant, pour une durée déterminée allant de 1 à 10 mois. Si la durée initiale prévue est inférieure à 10 mois, il est possible de prolonger une seule fois le bail mobilité, sans toutefois que la durée totale dépasse les 10 mois. Par exemple, si un bail mobilité est conclu pour une durée de 5 mois, il peut être prolongé pour 5 mois supplémentaires au maximum et en une seule fois. Ainsi, si le bail conclu pour 5 mois est prolongé une première fois pour 3 mois, il ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle prolongation, même si la durée maximale de 10 mois n'est pas atteinte.
Sur le formalisme qui entoure le bail mobilité, il est important de savoir qu'il n'existe pas de contrat type, contrairement à un contrat de location de longue durée ou un contrat étudiant. Toutefois, le contrat devra contenir, au minimum, les points listés à l'article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989. Là encore, il peut être utile de recourir à un modèle prêt à l'emploi. On notera notamment, pour un bail mobilité, que la preuve du statut du locataire et le justificatif permettant l'établissement d'un tel type de contrat doit également être recueilli par le bailleur, comme pour un étudiant. Parmi les différences notables, on peut pointer du doigt l'interdiction de demander un dépôt de garantie ou encore l'obligation de procéder avec un système de charges forfaitaires. Tout comme pour le bail étudiant, le bailleur est tenu pendant toute la durée du contrat, mais récupère le logement à son terme sans avoir besoin de délivrer congé. Le locataire peut, quant à lui, résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'1 mois. Il n'est d'ailleurs pas possible d'enchaîner plusieurs baux mobilités à la suite pour un même locataire, ce qui implique que si un locataire en bail mobilité souhaite rester dans le logement à l'échéance et que le propriétaire l'accepte, il sera nécessaire de conclure un bail de location de longue durée à titre de résidence principale. Alors finalement, pour quel type de contrat vaut-il mieux opter entre ces 3 options? Eh bien cela va en réalité dépendre de plusieurs facteurs et, bien entendu, de l'usage que vous comptez faire du bien. Pour les contrats de location meublée de longue durée, le principal avantage résidera dans la stabilité d'un tel type de contrat, avec une fréquence de départ et d'arrivée certainement moins importante que pour les 2 autres types. En contrepartie, une fois un locataire présent dans le bien, il vous sera plus difficile de le récupérer et vous ne pourrez bien entendu pas y avoir accès pour votre usage personnel. Pour les contrats étudiants et mobilité, c'est tout l'inverse. Vous risquez en effet d'avoir des départs et arrivées plus fréquents et donc de devoir rechercher des locataires plus souvent. Ce point doit toutefois être relativisé car, en fonction de sa localisation, et surtout si ce dernier se trouve dans une ville étudiante, vous n'aurez certainement pas de mal à trouver des locataires étudiants comme des professionnels en mobilité. De plus, pour les étudiants, il est important de savoir que, si vous ne pouvez pas conclure 2 baux étudiants directement à la suite, rien ne vous interdit de louer au même locataire étudiant à la rentrée suivante, une fois les congés d'été passés. Il est même recommandé de procéder ainsi si vous avez une bonne relation avec votre locataire, puisque la majorité des étudiants poursuivent des cursus de plus d'1 an. Cela permet à l'étudiant d'éviter d'avoir à chercher un nouveau logement à la rentrée, et vous d'avoir à chercher un nouveau locataire. En contrepartie de changements de locataire parfois plus fréquents, vous aurez davantage la main sur la disponibilité de votre bien, ce qui pourrait vous permettre d'en profiter une partie de l'année, comme la période estivale si vous louez votre bien à un étudiant pendant l'année universitaire, qui se termine généralement en juin. Cela pourra également vous permettre de proposer votre logement en location saisonnière pendant les mois d'été. Vous savez maintenant tout des spécificités du bail de location de longue durée, du bail étudiant et du bail mobilité, et avez toutes les clés en main pour faire le choix le plus adapté à votre situation, à moins que vous ne préféreriez opter pour un bail de location saisonnière ou encore un bail code civil, 2 baux particuliers que nous aborderons dans le 2e épisode de cette série consacrée au contrat de location meublée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.